1978. 16 février 1978. Lettre personnelle. Nous attendons notre départ. Nous attendons je ne sais quoi, quel miracle qui sauvera cette situation désespérée, désespérante en tout cas. La vie ici est une torture. Je ne sais pas pourquoi, j'ai des moments d'horreur si complètes, comme si j'avais de la boue et de la fange jusqu'au cou et j'ai envie de crier. Et puis, j'apprends ceci ou cela, j'entre en contact avec un monde de saleté, de méchanceté si cruelle. Et c'est seulement une petite partie de ce que je sais. Une fille inconnue m'écrit « J'entends des tas de bruit sur vous, pouvez-vous m'éclairer ?» Elle est à l'ashram pour le darshan. Il faudrait qu'à chacun j'explique « Vous savez, ce n'est pas vrai. » C'est répugnant. D'ailleurs, André est là avec sa fille Janine aussi. Ils doivent répandre leurs explications sur l'ashram. Ça m'étrangle. On dirait que c'est physique. Même le jardin commence à se dégrader. On voit des signes subtils, concrets aussi, que l'ennemi a pris possession des lieux. Les plantes comprennent très bien. Au fond, c'est mon corps qui souffre le plus. C'est une plante plus exacte. Alors, partir ? Mais de ce côté-là aussi, la situation est obscure. L'homme de la police des étrangers est fou furieux contre moi. Il a déclaré à Roger qu'il m'avait retiré mon certificat et que si j'allais à Auroville ou en Tamil Nadu, il me ferait arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas. Il est évidemment en collusion avec l'ashram. Mon visa expire dans 2 mois, fin avril. Et puis dans la conscience des gens, il y a ceux, vous savez, il a été expulsé de l'ashram. Alors les braves gens se disent, qu'est-ce qu'il a donc fait ? En fait, on est persécuté. Et selon les règles de la police, si je quitte Pondichéry, il faut me déclarer partout et déclarer l'adresse où je me propose d'aller, puis me faire enregistrer au nouvel endroit, c'est-à-dire que mon dossier suivra partout avec les annotations, c'est-à-dire aussi que Kunuma sera averti quelques heures ou quelques minutes après que j'aurai fait ma déclaration de départ. Donc, je serai suivi, espionné partout, n'importe où. Je me fais une sorte d'illusion paradisiaque que je vais trouver l'endroit. Mais c'est pourri d'avance. Leur ombre me suit partout. Et ce sont les disciples de Mère Sri Aurobindo. Je ne sais pas. J'ai l'impression d'être étranglé de tous les côtés. Et rester est devenu suppliciant. Même mon dos me le dit. C'est une toile d'araignée partout. Alors, je me dis désespérément, quitter l'Inde, aller à Ceylan, je ne sais où. Mais c'est justement ce qu'ils veulent, m'expulser de l'Inde. Est-ce que c'est la volonté de Mère que je reste ici dans ce bain de poison ? Elle ne me dit rien. Je vois seulement les mois qui passent et le vrai travail qui ne se fait pas, le tome 2 de l'agenda en panne. Alors je suis là, pieds et poings liés, sans savoir. Ça ne peut pas continuer ainsi. On préférerait carrément passer de l'autre côté. Rentrer en France ? Mais mon cœur saigne quand je pense à quitter l'Inde. Ça me fait mal comme un arrachement, j'en mourrais. On a perdu l'ancre depuis le départ de Mère. On ne sait plus où on est ni où on va. Nous attendons le retour d'Abhay Singh qui est à Delhi. Le projet, c'est de partir aussitôt en exploration dans le Kerala, dans les montagnes de cardamome, trouver une maison, un terrain, peut-être une plantation autour. On va explorer la région entre le lac Périyar et les montagnes de Palani.
Ce sont généralement des réserves d'éléphants et des plantations de cardamome. Puis nous pousserons plus au nord, dans les Nilgiris, et si nous ne trouvons rien au sud, si par miracle nous trouvons une vieille maison de planteurs dans un endroit possible, nous reviendrons à Pondichéry, déménagerons clandestinement et laisserons la maison à l'abandon. Mais reste le même problème de police qui va nous suivre. Telle est la situation, si on peut appeler cela une situation. Tout cela veut dire aussi que nous engloutissons notre dernier argent, rien qu'en frais de voyage. Pour aboutir où, je ne sais pas. Il faudra bien aboutir quelque part. J'entends, mère, la seule solution, c'est que je sorte. Quand ? Pendant ce temps-là, la foire du centenaire s'étale et grossit. On voit des autobus de touristes se déverser dans Nandanam. Où est la vérité? Où est le vrai monde? Où est mère dans tout cela? Quelle solution? Est-ce qu'elle veut vraiment que je reste là-dedans à pourrir? Se battre, oui, mais cette pourriture, pas seulement pourriture, c'est cruel. Enfin, prie pour nous. J'ai si soif de commencer une nouvelle vie. Ça te prenne. PS. Donc nous partons dimanche, le 19 février 78, pour faire l'exploration du Kerala. Que mère nous aide. Et je viens d'apprendre que Sujata est arrivé à l'ashram le 18 ou 19 février 1935 à l'âge de 9 ans. Tu vois, Bacha. 18 février 1978, premier agenda prêt à sortir. 20 février 1978. Tekadi, la fièvre violente, le poison sort. On cherche un lieu au Kerala. 25 février 1978. Green Acre, notre futur Land's End. Harwood, le futur Happywood. Première visite aux montagnes bleues. 27 février 1978. Lettre à Sir C.P. Singh, traduite de l'anglais. Très cher et très aimé compagnon, je suis heureux de pouvoir enfin vous écrire. Voilà 9 jours que Sujata et moi voyageons au hasard vers le sud jusque Tekadi, dans la forêt des éléphants, puis à travers les plantations de thé jusque Pirmad et Kochayam, au Kerala. Nous avons essayé de trouver un bungalow dans la forêt, tellement j'ai aimé l'atmosphère parmi les animaux sauvages, comme si mon corps était si assoiffé qu'il buvait littéralement l'endroit. Le résultat est que j'ai eu une forte fièvre et une étrange douleur répandue dans les jambes. J'ai compris que c'était tout le poison qui sortait grâce à la paix profonde, comme chassé par la paix profonde. En 2 jours, j'étais remis. J'ai pu mesurer la quantité de poison que j'ai absorbé depuis mon retour de France. En fait, Pondichéry est un bain de poison. Mais je n'ai pas pu obtenir ce bungalow dans les forêts de Tekadi, car tout y est propriété du gouvernement et on ne permettrait d'y séjourner qu'1 mois environ. Les plantations de thé dans les montagnes du Kerala étaient très belles et nous avons vu un bungalow possible, mais la région est trop dénudée car les plantes de thé ne veulent que très peu d'ombre. Alors nous avons quitté le sud et sommes remontés au nord, vers Munnar, à travers les plantations de cardamome, très jolies avec la forêt primitive qui couvre les buissons de cardamome. La route de Tekadi à Munnar est simplement idéale. Et si j'avais pu trouver un bungalow dans une plantation de cardamome dans son épais ombrage, j'aurais été enchantée. Puis nous sommes remontés encore plus au nord, avons quitté les montagnes de Palani et redescendu sur Coimbatore,
puis remonter dans les Nilgiris à Kunur. C'était notre dernier espoir. Roger nous a accompagnés pendant tout ce voyage et son aide a été inestimable. Il est doué pour entrer en contact avec les gens. Nous avons trouvé toute la région des Nilgiris, de Kunur à Uti, complètement dévastée, dépouillée de forêts. C'était douloureux à voir. Tout semblait sans espoir, et nous avons pensé à aller à l'ouest vers Courg ou vers les forêts au sud de Mysore. Heureusement, les planteurs de Munnar nous avaient recommandé une sorte de club de planteurs ici à Wellington. Le secrétaire du club nous a dirigés vers K, et voilà. Tout au bout de la montagne, dominant les plaines, entouré de plantations de thé et d'une miraculeuse poche de forêt primitive intouchée par la dévastation, nous avons trouvé 2 bungalows, très proches l'un de l'autre. L'un est une vieille bâtisse étrange, balayée par le vent, dominant directement les plaines, avec une vue merveilleuse, au bout de tous les chemins possibles. Il s'appelle Green Acre, mais Sujata l'a appelé Land's End. C'est une propriété d'1 acre, entourée d'eucalyptus et d'une plantation de thé. La maison est assez grande, avec de larges fenêtres, on dirait la cabine d'un bateau. Il y a beaucoup de vent, mais aussi la maison a besoin de réparations considérables. Le bungalow d'à côté aussi est beau, bien que d'un caractère très différent. C'est un bâtiment à 2 étages au milieu d'un pré, tout entouré d'une enclave de forêt primitive, comme niché dans la forêt. Cet endroit n'est pas venteux du tout et n'a pas de vue large, mais il est plein de silence et du chant des oiseaux. Il s'appelle Harwood. Sujata en est tout à fait éprise. Ce n'est pas exactement mon style. C'est plus pratique que Green Acre, mais l'endroit est très joli aussi. Je suis davantage de ceux qui aiment les vastes échappées, l'espace et le vent. Mais cet endroit conviendrait aussi très bien et il est très charmant. Il y a une chose dont je suis tout à fait certain, après toute cette errance dans les Himalayas, au Kerala et au Nilgiris, c'est que si l'endroit que nous cherchons n'est pas ici, alors il n'est nulle part en Inde. Nous ne trouverons jamais quelque chose de comparable à cet endroit. La question est de savoir si nous devons continuer à vivre à Nandanam sans aucune possibilité de faire notre vrai travail, de préparer le second volume de l'agenda, ou si nous devons quitter l'Inde et aller en France pour y continuer notre travail, ou si nous pouvons faire ce travail ici, y réunir tous nos papiers, nos bandes magnétiques, y continuer la traduction des 2e et 3e volumes de la trilogie sur mer, et finalement y rassembler tous nos papiers éparpillés en France, à Delhi et à Madras. Autant que je puisse sentir, la situation à l'ashram, ou plutôt à Pondichéry, est telle que le poison va probablement y demeurer pendant encore assez longtemps. À la longue, nous pourrions peut-être acquérir Nandanam et être libres de l'ashram, mais l'atmosphère viciée serait là tout de même. Le contact avec les gens ou l'atmosphère de l'ashram serait inévitable. Et aussi, je suis plus ou moins submergée par les gens d'Auroville, ce qui n'est pas mon vrai travail, bien que je puisse essayer de les aider. Ma vie et mes jours sont dévorés par 1000 choses sans valeur pour l'avenir ou pour la créativité. J'ai quelque chose d'autre à créer. La meilleure façon dont je puisse aider le monde, c'est en étant en dehors des vibrations et en regardant quelle nouvelle force et quelle nouvelle inspiration peut émerger du silence. Je me trompe peut-être, je ne sais. Mais si mon travail ne peut pas se faire en Inde, je ferais mieux d'aller en France. Mon cœur pleure lorsque je songe à quitter l'Inde. Ou bien, mère veut-elle que je reste à moisir à Deer House? Les conditions peuvent changer, mais en attendant, je vois les semaines et les mois qui passent sans qu'aucun vrai travail ne se fasse. Je serais si heureux si vous pouviez me conseiller avec votre sagesse. En fait, si nous avons assez d'argent, cela vaudrait la peine d'acheter les 2 bungalows.
Ou est-ce un rêve? En attendant votre vision posée et calme, je vous embrasse avec tout mon amour. Sujata et moi sommes tous deux en bonne forme, mais en fait rafraîchis, en dépit de cette folle errance de 2000 kilomètres. Avec mon amour profond, Satprem. 28 février 1978, retour Pondichéry. 2-3 mars 1978, lettre personnelle. Le 28 au soir, nous rentrions de notre tournée du Sud, près de 2500 km de route, pour tomber d'abord sur la lettre de Setna, le rédacteur de Mother India, une revue de l'ashram, puis heureusement le premier exemplaire de l'agenda apporté par Jean-Marie dans la nuit. C'était très émouvant. C'est très beau. Exactement la couleur de l'amour divin. Cela représente une grande victoire. Quel chemin! Oui, apparemment bloqué par cet énorme camion. C'est curieux, votre expérience physique à la porte de l'imprimeur, coincé par cet énorme camion, correspond exactement à ce que j'ai vu subitement en 1976, je crois, lorsque j'ai commencé à vouloir imprimer mes 3 volumes et l'agenda. Je m'élançai à toute allure sur une haute bicyclette, puis j'ai trouvé le chemin bloqué par un énorme bâtiment. J'ai dû descendre de bicyclette, contourner le bâtiment à pied. C'était l'ashram. Cette fois-ci, ça recommence, physiquement. Mais, vous dites que, un autre véhicule se déplace, et vous pouviez passer. Voyons ce que sera cet autre véhicule qui permettra le passage. En fait, c'est un monde de menaces et de chantage. Ils ont menacé tout le monde. Macmillan, Lafont, l'Institut, Auroville. Et puis on passe quand même. Mais vraiment, je suis saturée de cette ignominie. Je me sentais voûtée en rentrant subitement à Deer House. D'un seul coup, le poids était là, et puis cette atmosphère. Il y a quelque chose en Sujata et en moi qui ne veut plus de tout cela. Pondichéry, c'est fini. Deer House, c'est fini. Même Auroville, c'est fini pour moi. Il faut absolument que je plonge dans un autre cycle. Oh, cette lettre de Setna. Depuis 4 ans, comme mère, j'entends constamment des voix adverses, cruelles, impitoyables et si intelligentes, qui à chaque pas, pour chaque décision, me soufflent aux oreilles. Tu es bien sûr que ce n'est pas ton ego qui veut ceci et cela. Tu es bien sûr que tu ne trahis pas mère. Tu es bien sûr que tu n'obéis pas à la soura. Tu es bien sûr que mère veut publier cet agenda en dehors de l'ashram. Tu es bien sûr... Une critique impitoyable, lassante, serinante, pour tout. On se croirait le diable. Je ne ris pas, on se croirait le diable. Et ça imite la voix de mère, la voix de Sri Aurobindo. On se sent constamment coupable. C'est cela, c'est quelque chose qui vous culpabilise avec férocité. Alors si on écoute, comme dit mère, on est fichu, absolument fichu. Tout vous tombe des mains et on va à la porte de l'ashram avec la corde au cou, comme les bourgeois de Calais. C'est infernal. Eh bien, la lettre de Setna, c'est admirablement cette voix-là. Il a attrapé cela avec génie presque. Une méchanceté si intelligente, organisée. Et pourquoi tu n'as pas parlé? Et pourquoi tu n'as pas forcé le barrage en 73? Et pourquoi? Tout cela, toujours, comme si le mensonge avait avalé la vérité et parlait avec la force de la vérité qu'il a avalée, c'est-à-dire le vrai mensonge. Pas Hitler, mais la vérité même enrobée dans le mensonge. Cela m'use. Et je rencontre partout la même chose depuis le départ de mère, 4 ans. Non seulement
on est calomnié au dehors, mais c'est comme si on se calomniait soi-même. Tu vois? Probablement, c'est pour apprendre l'état où tout se dissout dans le vaste. Quand il n'y a plus que du courant d'air qui passe, c'est tout aéré. Mais tu comprends, 10 fois j'ai rencontré Sri Aurobindo ou Mère en rêve, entre guillemets. Et puis c'est comme si j'étais coupable devant eux dans mon rêve. Et alors c'est d'une telle intensité de douleur, avec comme des larmes brûlantes dans le cœur, et je dis silencieusement à Sri Aurobindo ou à Mère, avec toute cette intensité de peine, « Tu connais mon cœur, tu sais ce qu'il y a dedans. » Et ça se dissout. Mais c'est pénible. Alors tu comprends, j'en ai assez. Je voudrais respirer de l'air pur, sortir de cette fantasmagorie douloureuse. Oui, on est martelé, aplati. C'est très bien. Mais maintenant, je voudrais passer à autre chose. Les camps de concentration numéro 2, cela suffit. J'ai eu assez de douleur dans cette vie, et puis tous ces souvenirs de douleur m'étranglent parfois. Je voudrais tout jeter dehors, laver mes cellules même. Oh. Tu sais, j'ai eu une expérience intéressante. Nous sommes donc partis le 19 février en quête d'un nouveau Nandanam. Nous sommes d'abord descendus dans le sud, en Kerala, dans la jungle semi-montagneuse qui domine les plantations de thé et les plaines vertes du Kerala. C'était à Tekadi, dans la réserve d'éléphants et de bêtes sauvages. J'ai passé plusieurs jours là, dont une journée complète avec Sujata dans la jungle, au bord d'une des innombrables ramifications du grand lac de Tekadi, le lac Periyar. Nous regardions des éléphants. C'était très doux, si doux. Un paysage comme enveloppé de lumière mauve et rose. Pas une vibration humaine, rien que des oiseaux et des bêtes et l'odeur de la jungle, les bruits de la jungle. Je suis resté des heures allongé là-dedans, comme si mon corps buvait la paix, buvait le silence. Ça buvait littéralement, comme après une grande soif. Mon corps était comme une éponge, où tout se dissolvait, les peines, les souvenirs, la mémoire d'homme. C'est si douloureux. L'homme, on dirait que c'est rien que de la douleur emmagasinée. Une formidable mémoire de douleur. Et tout ça coulait dans les hautes herbes. Je suis rentré à l'hôtel. Pendant 2 jours, j'ai eu une fièvre de cheval, la tête a éclaté, des douleurs incessantes dans les jambes, comme si on m'arrachait les nerfs, et puis le feu dans le ventre. À un moment, je me suis demandé si c'était ça la fin du voyage. C'était si catégorique. Si Mère ne m'avait pas appris, j'aurais appelé un médecin. Et puis c'est passé tout seul. Alors j'ai compris. C'était tout le poison absorbé depuis des années qui sortait, comme chassé par ce bain de paix que j'avais pris. C'est cela dont j'ai besoin, si besoin. Chasser tout ce poison de mon corps, de mes cellules, de ma mémoire. Quitter cette vieille peau de douleur. L'espèce nouvelle, il faut d'abord qu'elle quitte son bain de douleur. Les cellules sont pleines d'une mémoire de douleur, comme si on était bourré de chagrin. Toutes les illuminations, toutes les merveilles, toutes les immensités spirituelles reposent sur cette grande douleur au fond et cherchent à l'oublier un moment. Quelle illusion! C'est là, on est pétri, la matière est pétrie de douleur. Alors le grand sommeil de la mort, pour en finir de tout cela. Non, on n'en sort pas par le haut. Il faut nettoyer tout cela, vomir tout cela, comme mon corps dans les hautes herbes de Tekadi. Je comprends de plus en plus, de mieux en mieux, pourquoi Mère, entre guillemets, perdait la mémoire. Il faut
radicalement perdre la mémoire. Je suis prêt à aller jusqu'à l'imbécilité totale, jusqu'au gâtisme total. Oui, perdre tous les moyens pour trouver ce moyen-là. Cet air-là, cet autre air, sans mémoire d'homme. Mieux vaut mourir en essayant cela que de continuer dans cette vieille peau idiote. Nous avons quitté le Kerala pour redescendre les montagnes de Palani, puis les plaines brûlantes de Coimbatore, et nous sommes remontés dans les Nilgiris, Cunur. Une dévastation. Plus d'arbres, rien. Seulement une lèpre de cabanes humaines au milieu de quelques plantations, entre guillemets, économiques. C'était affreux. J'avais vu cela il y a 30 ans. Un raz de marée humaine. Le cœur commençait à nous manquer, et nous nous apprêtions à repartir vers l'ouest, l'état de Courg ou les forêts de Mysore, lorsqu'on nous a indiqué 2 bungalows à vendre à 20 km de Cunur. Là, nous avons retrouvé le même bazar grouillant avec une prolifération de bâtiments modernes, entre guillemets, qui s'édifiaient à plusieurs étages pour avoir la vue sur le toit voisin, qui avait la vue sur le toit voisin. C'était désespérant. Nous sommes sortis du village pour serpenter à travers des plantations de thé et des bungalows de missionnaires, puis nous avons tourné dans un petit chemin. C'était la forêt, les eucalyptus d'abord, puis la vraie forêt, miraculeuse. Au bord du chemin, nous avons aperçu le toit d'un bungalow parmi les arbres, mais nous avons continué jusqu'au bout du chemin. Et puis tout d'un coup, c'était vraiment le bout. Une barrière ouverte, un tapis de fleurs, une longue allée, puis une colonne blanche avec un morceau de toit qui se découpait sur une immensité de lumière. Plus d'arbres, plus de chemin, rien qu'une immensité de ciel qui dévalait jusque dans les plaines tamoules, 2000 mètres plus bas. Et alors, un bungalow extravagant, avec d'énormes vérandas vitrées pleines de lumière, et le vent qui soufflait, beaucoup de vent. On aurait dit une cabine de bateau. Sujata a dit « Ça, c'est Land's End ». Dedans, je ne sais pas comment c'est possible à vivre. De grandes pièces dans tous les sens, le sol crevé, dévoré par les termites, une immense pièce principale, tout en véranda, qui fait peut-être 20 mètres de long, des cheminées tout de même, du vent, toujours du vent. On entre dans cette pièce, le propriétaire sort de sa poche une lettre qu'il vient de recevoir pour établir son titre de propriété. Sur l'enveloppe, mère, souriante. C'était le premier timbre du centenaire, le 25 février. Mère, timbrée, mais parfaitement là à nous sourire. Nous sommes restés médusés. Un peu timbrés, nous aussi. L'endroit s'appelle Green Acre. Un acre seulement, légué par une vieille Anglaise morte récemment à son chauffeur. Immédiatement en dessous du bungalow, dans ce dévalement de lumière, il y a une plantation de thé, puis cette miraculeuse poche de forêt primitive. Pas un voisin, pas un toit en vue. Nous avons rebroussé chemin et alors nous sommes tombés sur cet autre bungalow que nous avions aperçu en venant. Une longue allée bordée de vrais arbres et de mimosas, d'eucalyptus aussi, et là, au milieu d'une immense prairie cernée par la forêt, à flanc de colline, un bâtiment à 2 étages, tout seul, l'air un peu solennel et ennuyé. Il faudrait l'habiller avec du lierre, alors il se fondrait au milieu de la prairie et des forêts tout autour. Il est niché dans la forêt. Une merveilleuse forêt cascadante, pleine d'oiseaux et de papillons. Il paraît que la nuit, on voit même des bêtes sauvages qui viennent jusque sur le gazon de Harwood, car tel est le nom de la maison. Tout d'un coup, le scénario semblait assez clair. On ne peut plus continuer à vivre à Nandanam. On ne peut pas vivre à Auroville sans devenir le gourou joyeusement dévoré par tout le monde au milieu de toutes ces vibrations de curiosité. Il n'y a plus d'Himalaya. Alors, si ce n'est pas les Nilgiris, ça n'est nulle part dans l'Inde. Mon cœur crie à l'idée de quitter l'Inde. Et l'Europe s'est allée se faire dévorer autrement. Je ne me vois pas retournant là-bas, à moins d'un travail spécial à faire pour une durée déterminée.
Sinon, on est dispersé et commercialisé. J'ai l'impression très fort qu'il faut bâtir autre chose, en soi-même d'abord, et un autre foyer d'action pour le monde, ou sur le monde. Le vrai travail, une concentration claire et large dans laquelle quelque chose peut se déposer sans être troublé par les vibrations du monde. Land's End, ou le commencement d'une terre nouvelle. On se recueille dans le vrai travail, on se bâtit soi-même, on cherche l'autre chemin sans chemin. Une atmosphère nouvelle à bâtir là, vraiment un centre du nouveau monde. Pas de disciples, ni d'ashram, ni de bavardage spirituel, des travailleurs, un lieu de travail pour le nouveau monde. Pas de méditations éthérées, beaucoup de matière à manipuler. D'abord, c'est deux maisons à faire, un lieu que l'on bourre de conscience. Et puis on verra bien ce qui descendra là-dedans. Je ne sais pas si je rêve debout, mais c'est un soulagement. Après messieurs Setna et Kunuma et toute la sainte kyrielle des fils de mère et petits-fils prêts à surgir. En fait, mère vivante. Si on la rendait vraiment vivante. Un lieu où elle pourra être. On fera fondre la barrière. En tout cas, on peut essayer de vivre en beauté. 3 mars. Dès l'instant où j'ai reçu cette lettre de Setna, j'ai su qu'il y avait une question dans la conscience de mes amis. Ils sont sincères, ils sont dévoués, ils me croient, ils m'aiment. Mais il y a une question. C'est subconscient, pas même formulé. Mais c'est exactement le terrain des forces adverses. Le mental physique, la suggestion médicale ou autre qui colle et colle. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut croire, aimer, savoir dans sa conscience claire et éveillée, mais c'est en dessous et ça colle. L'autre avait bien raison. Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Était-ce Marivaux ? Mon propre subconscient est plein de leurs accusations et voix perfides. J'ai quitté Pondichéry avec une vilaine dermatose et 4 foyers d'infection dans le dos. Cela s'est guéri en route. Je reviens et j'ai attrapé une éruption de boutons rouges à forme d'urticaire. C'est exactement cela. Mon corps n'en peut plus d'absorber ce poison constant, lassant, général. C'est une unanimité de haine à laquelle échappent quelques étoiles précieuses et rares. Je suis dans ce bain. Je suis l'accusé constant depuis 4 ans. Et pourquoi n'a-t-il pas parlé? Et pourquoi n'a-t-il pas empêché? Et pourquoi n'a-t-il pas réuni les seigneurs Sadak pour leur dire « Vous savez, c'est une apparence de mort, mais mère est en transe de transformation, elle va sortir de là radieuse, ne vous hâtez pas de l'enterrer. Pourquoi? Pourquoi ?» Si je n'étais pas un homme, au moins formé par la Gestapo et le Sannyasa, ce serait à pleurer de tristesse pour ce monde de tristesse. Alors on voit comme il n'y a que l'amour, avec un grand A, qui fait que ça peut durer. Sinon, c'est épouvantable et monstrueux. Mère me fait vivre toutes ces conditions effroyables à petite dose. Des volontés qu'il meure, il y en a partout, partout, disait-elle. Alors si on n'ouvre pas les mains, absolument, totalement, on est fichu. Si on n'aime pas, absolument, totalement, on est fichu. Et je suis là à hésiter entre la révolte et l'amour, le oui et le non, avec des cris parfois. Et puis c'est si triste qu'on a envie de pleurer pour toute la terre, de la prendre dans ses bras et de la consoler de sa douleur.
Il faut tirer toute la terre de là, de cet enfer. Il n'y a pas de solution et il n'y en a pas d'autre. Il faut aimer absolument et mourir absolument à toute cette vieille terre de peine pour pouvoir passer de l'autre côté et tirer un peu sur la corde de sauvetage. Tant qu'on souffre, tant qu'on se révolte, tant qu'on attrape des dermatoses, c'est que l'on est dans le même vieux bain. Il faut être pur, totalement, jusque dans les cellules. Alors ça agit. C'est si brûlant. Il y a encore ce procès qui nous attend. Et pourquoi Sri Aurobindo s'est-il cassé la jambe, me demandait quelqu'un hier. S'il était dans la conscience divine, cela n'aurait jamais pu arriver. C'est un fardeau, cette terre. C'est ce mental perverti, discoureur, qui comprend, entre guillemets, tout, voit tout, discute tout, fausse tout. Il n'y a pas un César ou un Rembrandt qui vaille un petit écureuil. Oui, oui, je comprends bien le passage, la nécessité, mais c'est un passage sordide, au mieux, et qui n'a de sens que si l'on en sort. C'est un passage épouvantable. Et ça colle jusque dans les cellules. Alors, je me suis réveillée ce matin avec cette question muette de mes amis. Bien sûr, ils savaient tous cette possibilité de transformation en transe cataleptique. Mère en avait parlé à tout le monde, y compris au cher André. Les instructions de 1967, elles ont circulé, dactylographiées. Nolini les a vues, et d'autres que j'ignore, et Pranab, bien sûr, savait. Depuis 60 ans, cette possibilité de transformation en transe avait été prédite à Mère. Elle en avait parlé à tous. Mais on a l'air de faire des histoires, disait-elle, n'est-ce pas? En 1972 ou 1973 encore, Mère en a parlé à Kumoud en présence de Sujata et de moi. Kumoud, qui a descendu Mère en bas avec Pranab. Et quand j'ai dit à Mère, dans cette fameuse conversation de 73, La Belle au bois dormant, note de bas de page, le 7 avril 1973, quand j'ai dit à Mère, je peux leur expliquer, Mère m'a répondu, est-ce qu'il te croira? Pranab me croira morte. Et dès que Mère a tenté de parler à Pranab, en avril 1973, c'était l'explosion. Il suffit d'écouter cette voix d'orgueil et de haine pour comprendre ce qui était là. Alors, parler, dire. Quand je suis arrivée là, dans ce hall, avec des milliers de personnes déjà averties 10 heures après le fait, vous savez, mesdames et messieurs les seigneurs Sadak, elle n'est pas morte, je vous en prie, remontez-la dans sa chambre. Mais il la voulait tous morte. Et j'étais là devant ce corps, le cœur fendu et stupéfié. Oh, je ne m'y attendais pas. J'étais peut-être le seul à ne pas m'y attendre. J'étais là depuis 10 minutes, quand Nolini m'a fait appeler dans sa chambre à côté pour traduire en français son message sur la fin de Mère. Et ce message commençait par ces lignes. This body, celui de Mère, was not meant to. Note de bas de page. Ce corps de Mère n'était pas destiné à. Je ne sais plus le reste, mais was not meant pour faire la transformation. Alors je suis restée là muet, glacée, dans cette petite chambre obscure de Nolini, et j'ai fini par dire, d'un ton où se mêlaient la colère et l'outrage et la peine et tout un monde brûlant, « Je ne peux pas traduire cela !» « La transformation est arrêtée, n'est-ce pas ?» disait Nolini à cet intervieweur canadien.
Et il y a 8 jours, le 21 février, pour célébrer le centenaire de Mère, un grand article dans l'Indian Express, signé de Manoj Das, l'un des luminaires de l'ashram, concluait « She gave up on 17th November 1973. Elle a abandonné le 17 novembre 1973. Dire à qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Une seule personne, une seule âme qui aurait écouté? Si j'avais seulement tenté d'ouvrir la bouche, on aurait dit « Oh, voyez ce Satprem qui veut se donner des airs de tout savoir, il veut se rendre intéressant ou faire du scandale ou jouer les porte-paroles de Mère, il veut tout déranger notre joli petit enterrement. » Ils en avaient marre de Mère, tous. La haine qui m'entoure maintenant, visiblement, officiellement, si je puis dire, elle aurait éclaté 4 ans plus tôt et il m'aurait tué avant que je puisse écrire ces 3 volumes et sauver l'agenda. Forcer le barrage quand ils m'ont fermé la porte de Mère en mai 1973? Non, non, il n'y avait qu'une solution. C'est que Mère descende dans la tombe pour faire la transformation à l'abri de ces sauvages, c'est tout. Quand Mère, en 72 encore, me disait une fois de plus « Tu leur diras ?» Je lui répondais « Ils diront que je suis fou, moi. Ils ne me laisseront même pas entrer chez toi. » J'étais prophétique. Aller soulever la colère de Pranab en entrant de force dans sa chambre? Mais il faut voir ce qui est tombé sur ce pauvre corps sans défense quand le 7 avril 73, Mère a tenté de dire quelque chose à Pranab. J'étais horrifiée. Je disais à Pranab « Non, non, non !» Et Mère, toute blanche, les yeux clos, à recevoir tout ça à vif. Ah! Mon cœur est navré. Ils m'accusent. Ils m'accuseront de toute façon. Je suis le grand coupable et la cause de tous les maux. Je porte toute leur noirceur sur le dos. C'est moi qu'ils ont choisi pour se soulager de leur misère. Moi, j'ai peiné, j'ai peiné dans ces livres et je peine de toute façon, de toutes les façons. Même dans mon sommeil, j'en ai plein le cœur. Et puis je ferme les yeux une seconde et Mère m'enveloppe. C'est tout blanc, c'est si tendre et si solide. J'ai envie de rester là et de ne plus bouger. Tout le reste est douleur. C'est sans fin et sans solution. Tout est comme pourri d'avance dans le mental. Mais la question colle. Il faut être comme une prière vivante pour traverser tout ça. Je n'ai pas raison et je ne sais pas si j'ai tort. Je n'ai aucune raison pour moi et je ne sais pas si j'ai des excuses pour ce que j'ai fait, voulu, essayé. Ça, c'est fait comme cela. J'ai beaucoup prié. Et si je me trompe, je prie encore. Quand je faisais les pires bêtises de ma vie, quand je descendais jusqu'au fond du trou et que je n'avais plus rien pour me couvrir d'excuses, je disais au Seigneur, comme un cri du bout de mon âme, « Même en enfer, je t'aimerai. » Même si tout me tombe dessus, même si je me trompe, même si je suis le dernier des diables, je dirai encore « Je t'aime et je t'aime et je t'aime. » Alors, c'est si chaud qu'on aime vraiment, et pour toujours. Alors on est au bout des peines. Ça brûle. Tout est brûlé. Assez pour aujourd'hui. T'embrasse, avec tous mes amis merveilleux qui rendent cette vie plus supportable. Ça te prenne.